Lady Xpen 1. Pas parce que je n'avais pas l'argent, mais parce que j'avais l'impression d'être aspirée dans un gouffre sans fin. Mais Julien a dit une phrase qui m'a adoucie. C'est la famille, Manon. Si on peut aider, on doit le faire. Ce mot, famille, m'a servi d'encre, me forçant à céder à nouveau, à croire que je faisais le bon choix. Mais chaque jour qui passait, il devenait plus évident que leur définition de la famille était très différente de la mienne. Pour moi, la famille est un endroit où l'on partage les fardeaux, où règne le respect et la responsabilité mutuelle. Pour eux, la famille ne semblait être rien de plus qu'une excuse pour légitimer le sacrifice d'une personne au profit des autres. Et cette personne, c'était toujours moi. Je me souviens avoir surpris un jour Béatrice au téléphone avec une tante. Manon gagne bien sa vie et elle est facile à manipuler. Grâce à elle, on a réglé tellement de problèmes à la maison. J'étais devant la porte d'entrée avec les courses et ces mots ont été comme un coup de poing, facile à manipuler. Alors, à ses yeux, ma patience n'était que de la faiblesse. Et peut-être parce que j'avais été docile si longtemps, ils ont décidé que je le serais toujours. Je suis revenue à la réalité au bruit sec d'une chaise raclant le sol. Théo s'est levé, se dirigeant vers la porte. Débrouillez-vous vite pour régler ça. On doit verser la compte pour le domaine de réception. A-t-il lancé par-dessus son épaule. Chloé l'a suivi, ne manquant pas de me lancer un regard glacial en sortant. Je n'ai rien dit, je les ai juste regardés partir. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Pas de l'envie, ni de la colère, mais une profonde lucidité. Le genre de clarté que j'aurais dû avoir il y a longtemps, quand il ne restait plus que Julien, ses parents et moi à table. Béatrice a continué. Ne réfléchis pas trop. L'argent va et vient, mais les liens familiaux, ça ne s'achète pas. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire, sincère. Les liens familiaux, ai-je répété doucement mais clairement. Les liens familiaux vous donnent le droit de forcer quelqu'un à donner 40 000 €, sans même lui demander son avis. L'atmosphère dans la pièce est devenue instantanément tendue. Julien m'a pris le bras. Manon, arrête. Je me suis dégagée brusquement. Je n'allais pas m'arrêter cette fois. Ce n'était pas seulement pour les 40 000 €. C'était parce que j'étais épuisée d'être traitée comme une ressource, avec des obligations illimitées et inconditionnelles. J'ai regardé Béatrice droit dans les yeux. Si je dis oui aujourd'hui, ce sera combien la prochaine fois? 50 000? 100 000? Je suis censée financer la vie de tout le monde pour toujours? Personne n'a répondu. Gérard s'est levé et est allé au salon sans un mot de plus. Béatrice a juste secoué la tête, l'air totalement déçu. Je n'aurais jamais cru que tu sois si calculatrice. Je n'ai pas discuté. Je savais qu'à ses yeux, j'étais déjà la méchante. Mais cette fois, je n'avais pas peur de jouer ce rôle. J'avais bien plus peur de continuer à être la gentille qu'il voulait que je sois. En sortant de la salle à manger, j'ai entendu la voix de Julien derrière moi. « Manon, attends, parlons-en normalement. » Je me suis arrêtée mais je ne me suis pas retournée. « Il n'y a plus rien à dire, Julien. » « Si, il y a des choses à dire. » Il s'est avancé et s'est placé devant moi. Ses yeux étaient pleins de confusion. « C'est quoi tout ça? Tu te rends compte de ce que mes parents vont penser? » Je l'ai regardé longuement avant de lui demander doucement. « Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? » Julien est resté silencieux. Encore ce silence. Sauf que cette fois, ça ne m'a pas fait mal. Ça n'a fait que renforcer ma détermination. Je me suis détournée, je suis allée directement dans notre chambre et j'ai fermé la porte. M'appuyant contre elle, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration. Tout dans mon esprit a commencé à s'aligner pour former une image d'une clarté cristalline. Je savais que cette soirée n'était que le début. Ce que j'allais faire n'avait pas de point de retour. J'ai à peine dormi cette nuit-là. La chambre habituelle m'a soudain semblé étroite et étouffante, comme si les murs se rapprochaient, me piégeant dans un coin sans issue. Julien était allongé à côté de moi, face au mur. Sa respiration était régulière, il faisait semblant de dormir, mais je savais que ce n'était pas le cas. Son silence total après la dispute a creusé une distance de plusieurs kilomètres entre nous. Je suis restée allongée à fixer le plafond, me rejouant chaque mot de ma belle-mère, chaque regard de mon beau-frère, chaque fois que Julien baissait la tête. Et plus j'y pensais, plus c'était clair. Cette demande de 40 000 € n'était pas spontanée. C'était le résultat d'un plan bien calculé que j'avais, dans ma pure naïveté, tout simplement manqué de voir. Le lendemain matin, dès que je suis descendue, j'ai vu Béatrice et Théo assis dans le salon, se chuchotant des choses. En me voyant, ils se sont arrêtés immédiatement. La façon dont ils ont échangé des regards m'a donné l'impression d'être montée sur une scène où tout le monde, sauf moi, avait le script. « Tu es réveillée », a dit Béatrice la première, d'un ton décontracté, comme si l'éclat d'hier n'avait pas eu lieu. J'ai hoché la tête sans répondre et je suis allée à la cuisine pour me servir un verre d'eau. Avant même que je puisse prendre une gorgée, elle a continué, allant droit au but. « Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par tout ça hier soir? Tu ne vas pas aider ton frère. » Je me suis retournée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas dit que je ne le ferais pas. Je voulais juste un peu de transparence. Qu'est-ce qu'il y a à clarifier? Est intervenu Théo, l'irritation pointant dans sa voix. C'est 40 000, pas 400. Pourquoi en faire tout un plat? J'ai ri, sans chercher à cacher mon sarcasme. Peut-être que ce n'est pas grand-chose pour toi, mais pour moi, c'est de l'argent gagné à la sueur de mon front. Théo a haussé les épaules avec une totale indifférence. Toi et Julien, vous gagnez bien votre vie. Aide-nous, c'est tout. Je te rembourserai quand je l'aurai.
Ces mots m'ont glacé pendant une seconde, non pas par espoir, mais par la réalisation de la naturalité de cette logique absurde pour lui. Tu me rembourseras? Ai-je demandé. Avec quoi? Il n'a pas répondu, jetant juste un regard à sa mère. Ce regard disait tout. Béatrice a immédiatement pris le relais. Tu comptes vraiment les points dans ta propre famille? Il a dit qu'il te rembourserait, alors il le fera. Tu n'as pas confiance en ton propre frère? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai posé mon verre sur le comptoir. Ma main tremblait légèrement, mais pas de peur, de l'effort que je faisais pour rester calme. Je ne dis pas que je n'ai pas confiance, mais j'ai besoin de détails. Combien coûte le mariage? Quelles sont les dépenses exactes? Que payons-nous de notre côté? Que paie la famille de la mariée? On ne donne pas 40 000 € comme ça, à l'aveugle. L'air dans la pièce est devenu tendu comme une corde d'arc. Manifestement, il ne s'attendait pas à une telle franchise. Théo a froncé les sourcils, visiblement frustré. Écoute, on dirait que tu es en train de rédiger un contrat de travail. Je l'ai regardé, toute trace de douceur disparue. Parce que c'est de l'argent liquide, Théo, pas une petite carte de vœux sur les sentiments. À ce moment-là, Julien est descendu. Il m'a regardé, puis sa mère et son frère, sentant l'atmosphère pesante. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé, la voix encore chargée de sommeil. Béatrice s'est instantanément tournée vers lui, jouant la victime. Regarde ta femme. Elle parle à ta mère comme à une étrangère. Elle chipote pour chaque centime avec son beau-frère. Julien a soupiré et s'est tourné vers moi. Manon, tu peux baisser d'un ton? Je l'ai regardé. Et cette vague familière m'a submergée. Le sentiment que c'était toujours à moi de céder pour maintenir la paix, mais je ne voulais pas cette fois. Je parle normalement, ai-je répondu. Ou est-ce que c'est normal pour toi seulement quand je ferme ma gueule? Julien s'est figé, incapable de trouver une réponse. Et à ce moment-là, Béatrice a porté le coup de grâce. Une phrase qui a tout remis en perspective. Assez parlé. La famille a décidé. Nous avons besoin que l'argent soit transféré d'ici la fin de la semaine pour que nous puissions verser la compte pour la salle. Je suis restée là à la fixer en silence. D'ici la fin de la semaine, sinon on n'y arrivera pas. J'ai ricané doucement, même si mes entrailles étaient comme de la glace. Ainsi, ils n'avaient pas seulement pris la décision, ils avaient fixé une date limite, ce qui signifiait que mon opinion n'avait jamais fait partie de l'équation. J'ai regardé Julien une dernière fois ce matin-là. Tu es d'accord avec ça? Il a hésité quelques secondes, puis a fait un signe de tête à peine perceptible, mais c'était suffisant. Plus besoin de mots. J'ai tourné les talons et je suis retournée dans ma chambre. Derrière moi, j'entendais Béatrice marmonner qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il s'était trompé à ce point sur mon compte. Je ne me suis pas arrêtée et je ne me suis pas retournée. Si je l'avais fait, j'aurais probablement perdu le contrôle. En fermant la porte, je me suis appuyée contre le mur et j'ai fermé les yeux. Cette fois, je ne ressentais pas de colère comme hier. Je ressentais une clarté terrifiante. Tout était limpide maintenant. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti une chemise cartonnée. Je l'avais préparée il y a quelque temps, sans jamais penser que je devrais l'utiliser si tôt. À l'intérieur se trouvaient les relevés de mon compte d'épargne et un compromis de vente pour un appartement neuf que je visitais secrètement depuis des mois. J'ai regardé le montant de l'apport personnel requis. Presque exactement 40 000 €. La coïncidence était si frappante que j'en ai ri. Quoique ce n'était peut-être pas une coïncidence, mais un choix. Soit je garde mon argent pour construire ma propre vie, soit je le donne pour rester piégée dans ce cycle sans fin. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Mon doigt a survolé l'écran pendant un long moment. Pas parce que je doutais de moi, mais parce que j'attendais un dernier signe, une ultime raison de rester. Mais il n'y en a eu aucune. Pas un seul message de Julien. Aucune explication, aucun soutien. J'ai expiré un grand coup et j'ai posé le téléphone sur mes genoux. D'accord, me suis-je dit à voix basse mais avec fermeté. S'il décide pour moi, alors cette fois, je vais décider pour moi-même aussi. À cet instant, j'ai su que tout allait changer, et que l'élément déclencheur de ce changement, ce serait moi, pas eux. Ce soir-là, je ne suis pas descendue pour le dîner. Pas par rancœur, mais parce que j'avais besoin de réfléchir dans un silence total. Mais cette maison ne permettait jamais d'avoir la paix. Vers 18h, j'ai entendu Béatrice hurler depuis le bas de l'escalier. « Manon, viens manger !» Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, des pas lourds ont monté l'escalier précipitamment et la porte de ma chambre s'est ouverte d'un coup, sans même frapper. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains sur les hanches. Ses yeux ne montraient pas la moindre retenue. « Combien de temps as-tu l'intention de bouder ici ?» Je suis restée assise sur le lit, la fixant sans me lever. Je ne boude pas, je réfléchis. À quoi y a-t-il à réfléchir toute la journée tout en ignorant ta famille? Qu'est-ce que les gens vont penser? J'ai souri avec mépris. Les gens, ou les gens de cette maison? Mes paroles l'ont fait hésiter une seconde, mais sa colère a vite repris le dessus. Laisse-moi te dire une chose. Ces 40 000 €, ce n'est pas une question de ce que toi tu veux faire. C'est une obligation. Tu as rejoint cette famille par le mariage et tu dois avoir l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, la version polie pour dire qu'on doit se laisser marcher dessus. Je me suis levée et je me suis approchée d'elle, réduisant la distance. Béatrice, laisse-moi te poser une seule question. Si c'était Théo qui avait 40 000 € en ce moment, est-ce que tu le forcerais à les donner à Julien? Elle a gardé le silence. Ce fut bref, mais c'était toute la réponse dont j'avais besoin.
Tu vois, ai-je continué, la voix calme mais le regard tranchant. Parce que c'est à moi que tu le demandes. Tout ça te semble tellement logique. Ne t'avise plus jamais de me parler sur ce ton. A-t-elle sifflé. Nous traitons tout le monde de la même manière dans cette maison. J'ai ri, sans plus rien retenir. De la même manière? Vraiment? Parce que je me souviens très bien que quand j'ai rejoint cette famille, tu disais que l'argent manquait et qu'on devait faire un petit mariage. Mais maintenant, il faut 40 000 € juste pour que tu n'aies pas l'air ridicule devant les parents de Chloé. Elle n'a pas répondu, détournant le regard comme pour esquiver la question. Mais je n'en avais pas fini. Ou est-ce parce qu'à l'époque, mes parents payaient la facture et que maintenant, c'est moi? L'air dans la pièce est devenu pesant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre, mais la peur avait disparu. Il n'y avait que ce sentiment indéniable que je disais enfin ce que j'aurais dû dire il y a des années. À ce moment-là, Julien est entré. Il m'a regardé, puis a regardé sa mère, sentant la tension palpable dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Béatrice s'est immédiatement tournée vers lui, jouant les martyrs. Regarde ta femme. Écoute comment elle me parle. Julien m'a regardé avec reproche. Manon, tu peux arrêter? Asseyons-nous et discutons-en calmement. Je l'ai fixé pendant un long moment. Calmement? Quand est-ce que ça a déjà fonctionné? Ai-je demandé, d'une voix basse, mais chaque mot tranchait l'espace entre nous. 3 ans, Julien. Je me suis tue pendant 3 ans. Il n'a rien dit. Et cette fois, son silence m'a enlevé tout espoir. Cela n'a fait que confirmer ma décision. Je me suis tournée vers Béatrice et j'ai articulé clairement. Je ne vous donne pas les 40 000 €. Les mots sont tombés comme une bombe au milieu de la pièce. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça pour voir, a-t-elle presque hurlé. J'ai dit, je ne vous les donne pas. J'ai répété chaque syllabe. Julien s'est précipité vers moi et m'a saisi le bras. Tu franchis la ligne là. J'ai dégagé mon bras de sa main plus violemment que je ne l'avais jamais fait. Ah bon? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand on me harcèle pour que je donne toutes mes économies sans avoir mon mot à dire, ce n'est pas franchir la ligne. Mais quand je dis non, là, je franchis la ligne? Julien est resté sans voix. Béatrice ne pouvait plus se contenir. Elle s'est jetée en avant, pointant un doigt manucuré à 2 centimètres de mon visage. Espèce d'égoïste, pourquoi t'es-tu mariée si tu n'as jamais eu l'intention de t'occuper de la famille de ton mari? Je n'ai pas bronché. Si s'occuper de cette famille signifie servir de distributeur automatique, alors je crains de ne pas être faite pour ce job. Cela l'a figée. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Théo est apparu dans l'encadrement de la porte avec Chloé juste derrière lui. Ils avaient manifestement tout entendu. Théo m'a regardé avec une rage non dissimulée. Tu essaies sérieusement de gâcher mon mariage? Je me suis tournée vers lui. Mon regard était de glace. Pourquoi ton mariage dépend-il de mon compte bancaire? Il n'a pas trouvé de réponse. Puis Chloé a pris la parole, d'une voix douce mais pleine de condescendance. Je pense juste que dans une famille, les gens s'entraident s'ils en ont les moyens. Mais tu n'aides pas. Elle s'est tue, mais son sous-entendu était évident. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et qui a créé ces moyens? Est-ce que vous avez envisagé tous les deux de payer votre propre mariage? La tension a atteint son paroxysme et le coup de grâce a été porté, bien sûr, par Béatrice. Très bien. Si c'est comme ça, ne sois pas surprise quand nous ne te considérons plus comme faisant partie de cette famille à partir d'aujourd'hui. Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai hoché la tête. D'accord. Ce seul mot, prononcé si calmement, a pris tout le monde de court. Personne n'a porté attention à cette réaction. Même Julien s'est figé. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? A-t-il demandé, déconcerté. Je l'ai regardé et, pour la première fois, mes yeux ne dégageaient aucune émotion. J'ai dit « d'accord ». Parce que honnêtement, je ne me sens plus membre de cette famille depuis très longtemps. Je me suis tournée, je suis allée vers le placard et j'ai sorti ma valise à roulettes. Julien a rapidement fait un pas vers moi. « Où crois-tu aller comme ça ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert l'application bancaire une dernière fois. Le solde de 40 000 € et quelques brillets sur l'écran comme une enseigne au néon. J'ai levé la tête et j'ai regardé tout le monde dans la pièce. Béatrice, Gérard, qui venait d'apparaître dans le couloir, Théo, Chloé et enfin Julien. « Vous voulez les 40 000 €, c'est ça ?» ai-je demandé. Personne n'a répondu, mais leur regard avide disait tout. J'ai fait un léger signe de tête imperceptible. Très bien, un seul mot. Mais ma voix était si étrangement calme que j'en ai été surprise moi-même. Je vais faire le virement. L'air s'est figé. Béatrice a cligné des yeux, incapable de croire ses oreilles. Théo a esquissé un sourire. Chloé a laissé échapper un soupir de soulagement audible. Seul Julien me regardait avec une profonde méfiance, mais j'ai continué, mon téléphone toujours à la main, le pouce survolant l'écran. Je vais transférer l'argent tout de suite. Mon cœur battait à tout rompre, pas de peur, mais parce que je réalisais que mon prochain geste allait changer ma vie pour toujours. J'ai pris une grande inspiration et j'ai cliqué sur envoyer. Mais aucun d'eux ne savait à qui je venais d'envoyer l'argent. Et à cette seconde précise, le monde a basculé. Je me souviens encore très bien du moment où mon pouce a appuyé sur confirmer. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale et la respiration accélérée de Julien derrière moi. Béatrice retenait presque son souffle, fixant l'écran de mon téléphone comme si c'était le Saint Graal. Théo affichait déjà ce sourire suffisant de petit privilégié, le regard d'un mec qui savait que je faisais juste mon cinéma, mais que je n'avais pas les tripes pour dire non.
Chloé m'observait intensément, mélange de curiosité et de prudence. La roue de chargement a tourné, puis le texte est apparu, virement effectué avec succès. J'ai lentement baissé le téléphone et j'ai levé les yeux, croisant chacun de leurs regards. Béatrice a été la première à réagir. Elle a laissé échapper une grande expiration exagérée et a complètement changé de ton. Bon, voilà qui est fait. Tu vois, à quoi servait tout ce drame? Les familles se disputent, les familles se réconcilient, mais au bout du compte, on se comprend. Théo a éclaté de rire et s'est tourné vers Chloé. Je te l'avais dit. Manon avait juste besoin de vider son sac. Chloé a souri et a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Leur soulagement pur et simple me donnait plus envie de rire que de hurler. Seul Julien ne souriait pas. Il me fixait intensément, essayant de déchiffrer le calme troublant qui masquait mon visage. Il a été le seul à poser la question qu'ils auraient tous dû poser. À qui l'as-tu envoyé? Dès que ces mots sont sortis de sa bouche, les sourires ont disparu des visages de Béatrice et de Théo. J'ai fait pivoter le téléphone dans ma main, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, puis j'ai levé les yeux, la voix totalement neutre. À l'office notarial. Quel office notarial? A demandé Julien, la voix se crispant. Celui qui s'occupe du compromis de vente pour l'appartement sur lequel j'ai mis une option la semaine dernière. Pendant une seconde entière, la pièce a été paralysée. Personne n'a parlé. Pas parce qu'ils ne comprenaient pas, mais parce qu'ils ont compris bien trop vite. Ce silence était plus lourd que n'importe quelle dispute. C'était le bruit d'une immense vitre qui vole en 1 million d'éclats irréparables. Béatrice a explosé la première. « Qu'est-ce que tu viens de dire » a-t-elle hurlé, la voix brisée. Je suis restée parfaitement immobile, serrant mon téléphone, la voix totalement ferme. Je viens de virer l'apport personnel pour mon nouveau logement. Un appartement? A rugi Gérard depuis l'entrée, les yeux exorbités. Tu as osé acheter un bien immobilier dans le dos de ta famille? Je me suis tournée vers lui. C'est mon argent. Pourquoi aurais-je besoin d'un comité pour approuver cet achat? Ton argent? Théo a lâché un ricanement aigu et venimeux. C'est l'argent de notre famille. Tu fais partie de cette famille. Nous ne t'avons jamais donné la permission de déménager. De quel droit achètes-tu un logement? Je me suis tournée vers lui, ne cachant plus mon dégoût absolu. La permission? J'ai 32 ans. Cela fait 10 ans que j'occupe des postes de cadre. Je suis bien à mes besoins. Je paie mes impôts et je gère ma propre vie. Tu as 28 ans et tu supplies ton frère, aîné, de financer un mariage dans un domaine de réception. Dans quel univers as-tu l'autorité nécessaire pour me parler de permission? Le visage de Théo est devenu rouge vif. Il a fait un pas vers moi, pointant un doigt dans ma direction. Personne ne supplie. Ça s'appelle le soutien familial. J'ai écarté sa main d'un geste sec. Ma voix est devenue glaciale. Le soutien est volontaire. La coercition, c'est de l'exploitation. Chloé, qui se tenait à l'écart, était devenue livide. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Théo et une panique pure transparaissait dans sa voix. Théo, tu m'avais dit que ton frère et sa femme payaient tout. Cette simple phrase a été comme une gifle invisible pour toute la famille. Le mensonge qu'ils essayaient si désespérément de cacher venait d'être exposé au grand jour par un commentaire maladroit. J'ai regardé Chloé, puis Théo, un sourire sombre au coin des lèvres. Ah, alors tu as déjà promis à ses parents que quelqu'un d'autre paierait la facture? Théo a commencé à bafouiller. Non, ce n'est pas... Quoi, ce n'est pas? Je l'ai coupé net. Est-ce que tu t'es vanté, oui ou non, d'avoir un lieu de réception haut de gamme, un bar à volonté, des alliances sur mesure et un apport personnel pour une maison après la lune de miel? Sur quoi comptais-tu exactement pour payer tout ça? Sur ton propre travail ou sur les comptes bancaires de ton frère et de ta belle-sœur? Théo est resté muet. Béatrice, voyant son fils chéri acculé, s'est immédiatement interposée. Arrête de l'attaquer. Il est jeune. Il débute. Les aînés sont censés prendre le relais. C'est comme ça que ça marche. Je me suis retournée brusquement vers elle. Cette fois, je ne ressentais aucune colère. Juste une clarté glaciale. Et qui a pris le relais pour Julien et moi quand nous nous sommes mariés? Elle a fermé la bouche. Je ne lui ai pas laissé une seconde pour se défiler. Laisse-moi deviner. C'est différent. Quand Julien et moi nous sommes mariés, mes parents ont payé le traiteur et la location du jardin. Tu disais que seul le bonheur comptait. Quand j'ai donné 10 000 € pour réparer ton toit, personne ne s'est demandé si ça me mettrait dans l'embarras. Quand j'ai cotisé pour le SUV de Théo, personne ne s'est demandé si cela entamait mes économies. Et maintenant, avec 40 000 €, vous pensez tous qu'il vous suffit de claquer des doigts pour que je crache au bassinet. Pourquoi? Parce que je suis la belle-fille? Parce que j'ai un bon salaire? Ou parce que vous avez confondu ma patience avec une obligation? À chaque mot, le visage de Béatrice se crispait. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais rien n'est sorti. C'était probablement la première fois que je lui parlais sans mon ton doux et accommodant habituel. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Mais mon calme absolu les terrifiait. Puis Julien s'est avancé. Sa voix était basse, mais tendue. « As-tu vraiment acheté un appartement ?» Je l'ai regardé. Pour une raison quelconque, de tous les visages présents, le sien était celui qui me faisait le plus mal. Au fond de moi, j'avais espéré que face à la réalité, il serait celui qui finirait par comprendre. Mais en cet instant, ses yeux ne montraient aucune compréhension, seulement un choc mêlé de trahison. « Oui », ai-je répondu brièvement. J'ai signé le compromis de vente la semaine dernière. Aujourd'hui, c'était la date limite pour le reste de l'apport personnel. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? A-t-il demandé d'une voix encore plus basse. J'ai eu un rire amer. Pourquoi?
Pour que tu puisses le dire à tes parents, avant même que l'encre ne soit sèche. Ou pour que tu puisses me culpabiliser, afin que je retarde l'achat, pour financer le bar à volonté de ton frère. Julien n'a pas répondu. Je savais que j'avais mis le doigt dessus et il ne pouvait pas le nier. Tu es allé trop loin, Manon, a-t-il fini par dire. Mais ces paroles ne me surprenaient plus. Je l'ai regardé, et j'ai eu l'impression que la glace en moi fondait pour révéler une déception profondément enfouie depuis longtemps. Je suis allé trop loin? Ai-je répété. Qui est allé trop loin? Moi, ou les gens assis dans cette pièce qui décident comment dépenser mes 40 000 euros. Gérard a frappé du poing sur la commode. Dans cette maison, on ne dépense pas l'argent comme on veut. Je me suis retournée. Tu te trompes, Gérard. Mon argent m'appartient, et j'en fais ce que je veux. Si vous voulez appeler ça de l'argent de famille, dites-moi qui l'a gagné. Qui a fait des heures supplémentaires? Qui a conduit une voiture de 10 ans et a renoncé aux vacances pour mettre cette somme de côté? Son visage est devenu violet de rage, tandis que Béatrice passait à sa tactique préférée. Les larmes. Elle s'est effondrée sur une chaise, frappant ses genoux, et a commencé à gémir. Mon Dieu, j'ai élevé ces garçons. Je les ai élevés. Et maintenant, j'essaie de marier mon plus jeune. Et cette fille ingrate me fait ça. Quel cauchemar. Autrefois, quand elle pleurait ainsi, je me serais sentie coupable. J'aurais pensé que j'étais trop dure, et j'aurais cédé. Mais aujourd'hui, en la regardant, je ne ressentais que de l'épuisement. Ce genre de fatigue profonde, qui est pire que la colère, une fatigue née de la compréhension finale que ces larmes n'étaient pas une expression de douleur. C'était une arme pour forcer l'obéissance. J'ai parlé lentement. Béatrice, arrête de pleurer. Je ne dois 40 000 euros à personne. Elle a relevé la tête brusquement, me fixant comme si elle ne pouvait pas concevoir que je sois aussi froide. Théo était maintenant en pleine panique. Il s'est tourné vers Julien. Frérot, dis quelque chose. Tu vas vraiment la laisser faire ça? Julien restait immobile. Ses poings étaient si serrés que ses articulations étaient blanches. Je savais qu'il était déchiré entre sa famille et moi. Mais ce qui m'a brisé le cœur, c'est qu'il m'avait laissé seul face à eux depuis le tout début. Finalement, il m'a regardé et a prononcé la phrase qui a tué le dernier espoir dans mon âme. Tu dois appeler la banque et annuler le virement. Le silence est retombé dans la pièce. Pas parce qu'ils étaient surpris, mais parce que même moi, je ne m'attendais pas à rester aussi calme. J'ai regardé Julien pendant un long moment. L'homme qui m'avait promis un jour que nous construirions une vie ensemble, qui disait que tant que nous formions une équipe, nous pourrions tout surmonter. Il s'est avéré que notre vie n'était qu'un joli fantasme. Il m'a sacrifié pour avoir la paix. Au moment de choisir, il les a choisis, eux. J'ai fait un léger signe de tête, comme pour me confirmer quelque chose à moi-même. D'accord, ai-je dit. Une lueur d'espoir a traversé les yeux de Julien. Les faux sanglots de Béatrice se sont arrêtés. Mais j'ai continué, en prononçant chaque mot avec une précision mortelle. J'annule toute idée de pouvoir un jour compter sur toi à nouveau. Julien s'est figé. Toute sa famille s'est figée. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais totalement, terriblement lucide. Je ne parlais plus par colère. Je disais la vérité. Et cette vérité était là, étalée devant eux, impossible à retirer ou à nier. J'ai regardé ma valise cabine posée dans le coin. Ces dernières semaines, j'avais discrètement emballé quelques vêtements et tous mes documents essentiels parce que, lors de mes nombreuses nuits blanches, je m'étais dit, si jamais cela va trop loin, j'ai besoin d'une issue. Il semblait que ce jour était arrivé. J'ai traîné la valise au milieu de la pièce. Le bruit sec de la fermeture éclair a déchiré le silence étouffant de la maison. Personne n'a dit un mot, mais tout le monde savait ce que je faisais. Pour la première fois, leur regard n'était pas chargé de pression, mais de pure stupéfaction. Julien a été le premier à réagir. Il s'est précipité et m'a saisi le poignet. « Tu es sérieuse, là ?» Sa voix était basse, mais elle tremblait. Je ne l'ai pas regardé. J'ai simplement écarté ses doigts de mon bras. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? J'ai commencé à plier mes vêtements dans la valise, lentement et méthodiquement, comme si je m'étais entraînée pour ce moment précis. En réalité, c'était le cas. Je n'avais simplement pas eu le courage de le faire avant aujourd'hui. « Où vas-tu aller ?» a demandé Julien, la panique s'emparant totalement de sa voix. Sans lever les yeux, j'ai répondu « Là où est ma place ?» « N'est-ce pas ta maison ?» Cette question l'a fait tressaillir. J'ai enfin levé la tête pour le regarder. Mon regard était si fixe qu'il l'a paralysé. « Tu l'as dit toi-même. C'est leur maison et je ne suis qu'invitée, alors je dois jouer collectif. » Derrière moi, Béatrice a bondi de sa chaise. Sa voix était perçante. « Sors d'ici et ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. » Autrefois, cette menace m'aurait fait trembler. Maintenant, elle ne faisait que valider ma décision. J'ai fait un léger signe de tête. Très bien. Un seul mot, sans une once d'hésitation. Elle s'est figée, ne s'attendant probablement pas à ce que je parte réellement. Théo a recommencé à paniquer. Attends. Et pour l'argent ?» Je me suis tournée vers lui, le regard de glace. « Je te l'ai déjà dit. Je ne dois 40 000 euros à personne. »« Mais tu viens de faire le virement !» a-t-il grogné. J'ai eu un sourire narquois. « Oui, mais pas à toi. » Il a blêmi. Chloé, debout à côté de lui, ne pouvait cacher son désarroi total. Elle a tiré sur la manche de Théo et a murmuré quelque chose que j'ai réussi à saisir. « Tu as dit que c'était garanti. » Cette phrase a mis à nu toute la réalité de la situation. Ce n'était plus une histoire de famille. C'était une transaction. Et je n'étais que la source de financement. Julien se tenait toujours juste devant moi, refusant de bouger.
Tu ne peux pas partir comme ça, a-t-il dit, essayant désespérément de garder son calme. Parlons encore. Je vais parler à mes parents. Je l'ai coupé. Et qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu vas prendre ma défense, ou est-ce que tu vas me dire, Manon, supporte ça encore un peu? Julien est resté de nouveau silencieux. Et cette fois, c'était la seule réponse dont j'avais besoin. J'ai fermé la valise d'un geste décisif. Je suis épuisée, Julien, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais il a entendu chaque mot. J'en ai assez de devoir constamment être patiente. J'en ai assez de toujours comprendre tout le monde quand personne n'essaie jamais de me comprendre. Il a fait un pas vers moi, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il s'est arrêté. Je l'ai regardé sans plus de colère. Juste une tristesse persistante. Tu sais, j'ai toujours pensé que si tu prenais ma défense juste une seule fois, j'aurais pu supporter bien plus. J'ai marqué une pause, prenant une profonde inspiration. Mais tu ne l'as jamais fait. Ces mots étaient le coup de grâce, rompant le dernier fil qui nous liait. Julien est resté là, cloué au sol. J'ai saisi la poignée de ma valise et je suis passée devant lui. Alors que je traversais le salon avec mon sac, Gérard se tenait près du canapé. Son regard était pesant. Il n'a pas parlé, mais ses yeux dégageaient une désapprobation extrême, comme si j'avais commis un péché impardonnable. Je me suis arrêtée une seconde et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis désolée de n'avoir pas pu être celle que vous vouliez que je sois, ai-je dit calmement. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Il n'a pas répondu, il s'est simplement détourné. Cela me suffisait. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée et que je suis sortie dans la banlieue résidentielle, l'air du soir me semblait frais, mais je ressentais une sensation incroyablement étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas un pur soulagement, ni une agonie, c'était un vide. Le genre de vide qui s'installe quand on ampute une partie massive et malade de sa vie. J'ai fait rouler ma valise sur l'allée familière. Les roues en plastique claquaient bruyamment sur le béton. Je n'ai pas regardé en arrière car je savais que si je le faisais, je pourrais montrer une faiblesse et je ne pouvais pas me le permettre maintenant. À la moitié du pâté de maison, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je me suis arrêtée, je l'ai sorti. Julien m'appelait. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai rejeté l'appel. Pas parce que je ne voulais pas parler, mais parce que je savais que n'importe quel mot en ce moment serait inutile. C'était aller trop loin. J'ai commandé un Uber et j'ai tapé l'adresse de la nouvelle résidence. Quand le chauffeur s'est arrêté, il a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, a remarqué ma valise et m'a demandé nonchalamment « Vous déménagez ?» Je me suis figée une seconde, puis j'ai acquiescé « Oui, je déménage ». Prononcer ces deux mots simples m'a serré la gorge. La voiture a démarré, m'emmenant loin de ce quartier, loin de l'endroit que j'avais appelé chez moi pendant 3 ans. J'ai appuyé ma tête contre la vitre, regardant les lampadaires défiler dans un flou, j'ai ressenti un mélange d'émotions. J'avais l'habitude de m'occuper de moi-même. J'avais ma carrière. Je payais mes factures. Mais pour la première fois, je n'étais pas liée par les attentes de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, un SMS de Julien. « Où es-tu ? Reviens, parlons. Je suis désolée. J'ai fixé ces mots pendant un long moment. » Autrefois, un seul « je suis désolée » de sa part aurait suffi à me faire céder. Mais maintenant, je sentais qu'il était trop tard. Pas seulement un jour trop tard, mais 1000 griefs accumulés trop tard. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, je l'ai retapée et je l'ai effacée à nouveau. Finalement, j'ai simplement verrouillé l'écran. Certaines choses ne peuvent pas être réparées par des excuses, et certaines lignes, une fois franchies, disparaissent à jamais. L'Uber s'est arrêté devant le nouvel immeuble moderne. Je suis descendue, j'ai pris ma valise, et j'ai levé les yeux vers les fenêtres éclairées. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas encore tout à fait un foyer, mais au moins, c'était un endroit que j'avais choisi moi-même. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression de tenir sur mes 2 jambes. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. J'ai à peine dormi ma première nuit dans le nouvel appartement. Pas parce que le lit n'était pas familier. Je dormais sur un matelas gonflable, mais parce que pour la première fois en 3 ans, j'étais allongée dans un silence total. Je n'entendais pas Béatrice crier depuis la cuisine, et je n'avais pas à rester éveillée, à deviner qui allait être furieux contre quoi le lendemain matin. L'endroit était pratiquement vide. Une chaise pliante dans le salon, ma valise, quelques cartons que j'avais fait livrer par transporteur plus tôt dans la semaine, et la légère odeur de peinture fraîche. Mais bizarrement, assise au milieu de ce vide, je me sentais incroyablement légère. Je me tenais près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville, et mon âme était en paix. Je ne regrettais pas ce que j'avais fait. C'est juste que certaines vérités, même quand on les connaît depuis toujours, font toujours mal à accepter finalement. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin. Par pure habitude, j'ai bondi du lit puis je me suis arrêtée net. En me rappelant que personne ne m'attendait en bas pour préparer le petit déjeuner. Le sentiment était bizarre, un mélange de chagrin et de soulagement. Je me suis préparé une tasse de café instantané, je me suis assise par terre et j'ai allumé mon téléphone. 17 appels manqués, la plupart de Julien, 3 de Béatrice, 2 de Théo, et une série de messages. J'ai ouvert celui de Julien en premier. « S'il te plaît, ouvre la porte. Je suis en bas. Nous devons parler. » J'ai tressailli et j'ai couru jusqu'à la porte, regardant par le Judas. Vide. Il a dû attendre tôt le matin et m'envoyer le message à ce moment-là. Il était plus de 7h30 maintenant. Mon cœur a raté un battement, mais je me suis rapidement ressaisie.
Je n'ai pas répondu, non pas pour le torturer, mais parce que je savais que si je m'adoucissais immédiatement, tout ce que j'avais fait hier n'aurait servi à rien. À 8 heures, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Lorraine, ma collègue la plus proche. J'ai décroché et avant même que je puisse dire bonjour, elle s'est écriée. « Où es-tu » ? « Julien m'a appelé ce matin en te cherchant. Tu m'as fait une peur bleue. » J'ai marqué une pause, puis j'ai dit « Je suis partie, Lorraine. » Un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis Lorraine a poussé un immense soupir. « Tu l'as enfin fait. » J'ai eu un rire amer. « Tu savais ?» Je ne savais pas, mais je me doutais que ça finirait par arriver. Sa voix s'est adoucie. « Tu as supporté beaucoup trop de choses pendant beaucoup trop longtemps. » Ces mots m'ont serré la gorge. Comme c'est étrange. En 3 ans, la famille de mon mari n'a jamais considéré ma patience comme quelque chose digne de sympathie. Il a fallu une collègue pour voir à quel point j'étais épuisée. Je lui ai raconté brièvement ce qui s'était passé. Quand j'en suis venue à la partie sur les 40 000 € pour le mariage, Lorraine a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre, me faisant rire pour la première fois depuis des jours. Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Mais ensuite, elle est devenue sérieuse. Manon, prépare-toi. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Quand on dit non à des gens qui pensent que tout leur est dû, ils font immédiatement de toi la méchante. Je suis restée silencieuse car je savais qu'elle avait raison. Et exactement comme elle l'avait prédit, à midi, j'ai reçu un énorme pavé de la part de Béatrice. Tu as humilié cette famille devant les parents de Chloé. Son père a appelé Théo ce matin pour exiger des explications. Chloé pleure et menace d'annuler le mariage. Es-tu contente maintenant? Penses-tu vraiment pouvoir vivre avec toi-même après avoir été aussi toxique et rancunière? Je l'ai lu, et je n'ai pas ressenti la poussée de rage à laquelle je m'attendais. Au contraire, j'ai trouvé ça hilarant. Même maintenant, dans sa réalité, le problème n'était pas leur extorsion financière insensée. Le problème était que j'avais osé dire non. Avant même que je puisse ranger mon téléphone, Julien a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes, comme s'il n'arrivait pas à croire que j'avais décroché. Puis, il a demandé rapidement, d'une voix rauque, « Es-tu à l'appartement » ? « Oui. J'arrive. » J'ai regardé autour de moi la pièce vide. Je savais que certaines conversations ne pouvaient pas être évitées éternellement. Très bien, monte. 10 minutes plus tard, l'interphone a sonné. J'ai ouvert la porte. Julien se tenait là, dans une chemise froissée, avec des cernes sous les yeux. On aurait dit qu'il avait vieilli de 5 ans en une nuit. Il est entré, a inspecté l'appartement nu et s'est tourné vers moi. « Depuis combien de temps prépares-tu cela ?»« Depuis longtemps. Honnêtement. » ai-je répondu. Il a eu un rire creux. Si longtemps que je ne savais même pas que ma propre femme achetait un bien immobilier. Je me suis assise sur la chaise pliante et j'ai désigné un endroit sur le sol en face de moi, mais il ne s'est pas assis. Il est resté là, l'air de ne pas comprendre qu'il se trouvait dans un appartement que sa femme avait acheté en secret pendant que leur mariage implosait. « Est-ce que tu es si en colère contre moi ?» a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers lui. « Tu penses que c'est juste de la colère ?» Il n'a pas répondu. J'ai pris une lente inspiration et, pour la première fois, j'ai tout mis sur la table. Sans me retenir, sans embellir, sans peur de blesser ses sentiments. « Sais-tu d'où viennent ces 40 000 €, Julien ?» Plus de la moitié provient de mes économies personnelles, de mes primes de fin d'année, de mes missions en freelance et de l'argent de mes stock options. C'était des années à ne pas m'acheter les vêtements qui me plaisaient, à ne pas changer de téléphone quand la batterie ne tenait plus la charge. Le reste, c'était nos économies communes. J'avais tout planifié. Le montant du prêt qu'on pouvait assumer, la proximité avec nos bureaux, la qualité des écoles pour quand nous aurions des enfants. J'avais tout prévu. J'ai fait une pause. La seule chose que je n'avais pas incluse dans mon plan financier, c'était que ta famille traiterait mon apport personnel comme une caisse noire, pour offrir à Théo un mariage dans un domaine de réception. Julien a serré la lanière de sa sacoche d'ordinateur. Je voyais à quel point mes mots le touchaient, mais je n'allais pas m'arrêter là. Tu te souviens pour le toit? J'ai donné 10 000 €. Le SUV de Théo? J'en ai payé la moitié. Les billets d'avion pour voir ta tante sur la Côte d'Azur. Les cadeaux de Noël pour tes cousins. Les dépenses imprévues. Tu sais qui s'est serré la ceinture pour couvrir tout ça? C'est moi. Et le plus douloureux, ce n'est pas l'argent. C'est que tu le savais. Tu savais tout. Et ta seule réponse, c'était toujours « Manon, s'il te plaît, ne fais pas de vagues. » Julien a enfin pris la parole. Je voulais juste que la maison soit paisible. J'ai ri, mais sans aucune chaleur. Paisible pour qui? C'était paisible pour ta famille et paisible pour toi, ai-je dit en baissant la voix. Je l'ai fixé longuement, avant de dire la seule chose que j'avais gardée enfouie en moi. La chose que j'avais peur de m'avouer, même à moi-même. Ce n'est pas que tu ne savais pas à quel point c'était dur pour moi. C'est juste que tu t'es habitué à ce que je porte tout le poids sur mes épaules pour que tu n'aies pas à le faire. La tête de Julien s'est relevée brusquement, comme si je l'avais giflé. Il ne s'attendait probablement pas à une telle franchise psychologique, mais c'était la vérité pure et simple. J'ai beaucoup réfléchi hier soir, ai-je continué. Ce qui m'a brisé, ce ne sont pas les 40 000 €. C'est d'avoir réalisé que pendant 3 ans, j'ai été forcée de jouer les martyrs, pendant que toi, tu restais bien au milieu, à profiter de la paix que j'achetais avec mon silence. Julien s'est effondré au sol, cachant son visage dans ses mains. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça.
C'est parce que tu n'as jamais vraiment pensé à moi, ai-je répliqué instantanément. Un lourd silence s'est installé dans la pièce. Dehors, le bruit de la circulation résonnait, indifférent à notre monde qui s'écroulait. Après quelques minutes, Julien a levé les yeux. Il avait le regard vitreux. Je suis désolée, Manon, je l'ai regardé. C'était une sensation étrange. J'avais attendu ces mots pendant si longtemps. Chaque fois que sa mère m'insultait, chaque fois que je transférais de l'argent dans le vide, chaque fois que je le regardais avec désespoir alors qu'il restait silencieux, je me disais que s'il s'excusait juste une fois, s'il me comprenait juste une fois, je lui pardonnerais. Mais aujourd'hui, en entendant ces mots, je n'ai absolument rien ressenti. Il ne pouvait plus nous sauver. C'est trop tard, Julien, ai-je dit doucement. Il a secoué la tête, parlant plus vite. Non, ça ne l'est pas. Je vais parler à mes parents. Je vais dire à Théo de se débrouiller pour son fichu mariage. Je vais arranger ça. Je l'ai regardé calmement. Est-ce que tu vas arranger ça parce que tu comprends enfin que c'est mal? Ou est-ce que tu vas l'arranger parce que je suis partie? Cette question l'a réduit au silence, et son silence était ma réponse. J'ai détourné le regard parce que voir la vérité aussi crûment était douloureux, même pour moi. À ce moment précis, le téléphone de Julien a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et a essayé de couper la sonnerie, mais j'ai vu le nom s'afficher. Théo. Julien a répondu juste devant moi, abandonnant apparemment toute tentative de se cacher. La voix de Théo était si forte que je l'entendais parfaitement. Tu es où, bordel? Le père de Chloé vient encore d'appeler. Il dit que si on ne prouve pas qu'on a les fonds pour le lieu de réception, il retire leur part du budget. Maman fait une crise de panique. Ramène Manon à la maison tout de suite. J'ai fixé Julien dans les yeux et, pendant une fraction de seconde, j'ai vu cette hésitation familière dans son regard. D'un côté moi, de l'autre sa famille. Le plus atroce, ce n'était pas qu'il les choisissait toujours. C'était que même maintenant, même après mon départ, il devait encore y réfléchir. Julien a dit doucement dans le combiné. Je te rappelle. Puis il a raccroché. Mais le mal était fait. Je me suis levée, je me suis approchée de lui et j'ai articulé parfaitement. Tu vois, je suis partie depuis une nuit. Personne n'a demandé si j'étais en sécurité, où je dormais ou comment j'allais. La seule chose qui les intéresse, c'est mon compte en banque et l'open bar de Théo. Alors, s'il te plaît, ne reste pas là à me dire que c'est un malentendu. Julien est devenu livide. Il a ouvert la bouche pour me supplier de rester, mais j'ai levé la main. J'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je n'ai pas changé, Julien. Je me suis juste réveillée. Et une fois qu'une femme se réveille, elle ne redevient pas cette ombre obéissante. Les mots flottaient dans l'appartement vide, froid et définitif. Julien est resté complètement paralysé, ressemblant à un homme qui venait de perdre la chose la plus importante de sa vie et qui n'en réalisait la valeur que maintenant. Mais pour la première fois depuis une éternité, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer pour être comprise. J'énonçais simplement des faits, et la vérité avait fini par faire tomber les masques de sa famille, de notre mariage et de l'homme que je considérais autrefois comme mon pilier. Julien est parti discrètement après ça. Il n'y a plus eu de supplications désespérées, plus d'accusations, juste un vide immense, comme s'il savait qu'il devait me reconquérir, mais qu'il n'avait aucune idée de par où commencer. J'ai regardé la porte se refermer et j'ai écouté l'écho de ses pas dans le couloir. L'appartement est retombé dans le silence. Cette fois, ce n'était pas un silence apaisant, il était lourd et profond. Je me suis assise par terre, appuyée contre le mur, et j'ai fermé les yeux. Je pensais que j'allais pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Je suppose que quand on endure quelque chose pendant trop longtemps, au moment où l'on finit par craquer, il ne reste plus de larmes. Il ne reste que du vide et une clarté froide et implacable. Plus tard ce jour-là, je suis allée au bureau comme d'habitude. Je refusais de laisser ma vie dérailler à cause d'une crise domestique. Mais en marchant vers mon bureau, je sentais les regards de mes collègues sur moi, pas des regards de commérage, mais une réelle inquiétude. Lorraine avait probablement prévenu le groupe restreint. Je me suis assise, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai essayé de me plonger dans mes tableurs, mais mon esprit revenait sans cesse au chaos. Mon portable a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais mon instinct m'a dit de décrocher. Allô? Silence à l'autre bout. Puis la voix de Chloé, qui ne jouait plus la gentille future belle-sœur. C'était tranchant et glacial. C'est Chloé. J'ai été un peu surprise, mais je suis restée de marbre. Oui, je peux t'aider? Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Je vais être directe avec toi. Le fait que tu bloques cet argent a sérieusement gâché nos projets de mariage. Mes parents posent beaucoup de questions. Ils ne croient pas que Théo ait la stabilité financière qu'il prétendait avoir. Si on ne règle pas ça, ils vont reconsidérer le paiement de leur moitié. Je l'ai laissé parler. Je pense que tu devrais reconsidérer ta position, a-t-elle exigé de manière brusque. On est une famille, aide-nous juste cette fois. Et quand on sera sur pied, on te remboursera. J'ai posé mon stylo. J'avais entendu ce scénario tant de fois, seuls les acteurs changeaient. Est-ce que tu t'entends parler? Ai-je demandé. Je suis parfaitement raisonnable, a rétorqué Chloé, sa voix montant d'un ton sous l'irritation. Quel genre de famille ne s'entraide pas? J'ai ri. Un rire vrai, sincère. La famille n'est pas un endroit où une personne sert de bête de somme pour le train de vie de tous les autres. Si vous voulez un mariage de luxe, Théo et toi devez le financer vous-même. Personne n'est obligé de financer ton tableau Pinterest avec ses économies d'une vie. C'est de l'arrogance pure. Tu es juste égoïste, m'a-t-elle interrompu.
Je pensais que tu avais l'esprit d'équipe, mais il s'avère que... L'esprit d'équipe? Je lui ai coupé la parole, ma voix devenant glaciale. L'esprit d'équipe, c'est juste un jargon de cadre pour désigner quelqu'un qui se tait pendant qu'on l'utilise. La ligne est devenue totalement silencieuse. J'ai continué, sans lui céder un pouce de terrain. Écoute-moi très attentivement. Ce n'est pas moi qui gâche ton mariage. C'est Théo et toi qui gâchez votre mariage. Parce que vous avez prévu un événement que vous n'aviez pas les moyens de vous offrir et que vous avez essayé de refiler la facture à quelqu'un d'autre. Je ne vous donnerai pas un seul centime. Ne m'appelle plus jamais à ce sujet. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je tenais le téléphone dans ma main, mais intérieurement, je me sentais incroyablement calme. La sensation d'être acculée avait complètement disparu. Tout était si évident maintenant. J'ai essayé de me remettre à mes tableurs, mais 1 heure plus tard, Lorraine s'est précipitée vers mon box, l'air affolé. « Manon, regarde ça. » Elle m'a mis son téléphone sous les yeux. C'était une publication Facebook. L'auteur était Théo. C'était un long pavé décousu sur le fait d'être trahi par ses proches et sur la façon dont une belle-sœur riche, mais avare, l'avait humilié devant sa belle famille. Il ne m'avait pas identifié, mais quiconque nous connaissait savait exactement de qui il parlait. En dessous, il y avait des dizaines de commentaires. Certains le soutenaient. D'autres étaient perplexes, mais ceux qui faisaient mal venaient de la famille éloignée de Julien, me traitant de façon passive-agressive de sans cœur. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai repoussé le téléphone. « Tu vas répondre » a demandé Lorraine, horrifiée. J'ai secoué la tête. « Non, mais il est en train de te traîner dans la boue publiquement. » J'ai esquissé un léger sourire. Ce qu'ils disent, c'est leur problème. Ma vie, c'est la mienne. Lorraine m'a regardée avec un mélange d'inquiétude et d'admiration pure. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu parce que je connaissais la vérité. Je n'avais pas changé. C'était la vraie moi. J'enlevai enfin le masque de la soumission que je portais depuis 3 ans. Quand je suis rentrée à mon appartement ce soir-là, il faisait déjà nuit. J'ai déverrouillé la porte et j'ai allumé la lumière. C'était encore presque vide, mais l'ambiance ne semblait plus aussi froide que la veille. J'ai posé mon sac, je suis allée dans la petite cuisine et je me suis préparé un dîner simple, juste pour moi. Assise au petit îlot, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de me dépêcher. Je n'avais plus à scruter sans cesse la pièce pour voir si quelqu'un était agacé. Cet espace n'appartenait qu'à moi. Mon téléphone a sonné à nouveau. Julien. J'ai fixé le nom sur l'écran pendant un long moment avant de décrocher. Allô. Un silence a suivi, puis sa voix est apparue, encore plus épuisée que le matin même. Je viens d'avoir une explication avec mes parents. J'ai attendu. J'ai dit à Théo qu'il devait se débrouiller seul pour le mariage, et j'ai dit à mes parents que je soutenais ta décision d'acheter l'appartement. Je me suis figée. Pas par surprise, mais parce que je savais exactement combien de courage il lui avait fallu pour dire cela à sa famille. Mais je savais aussi que c'était trop peu, et trop tard. Et j'ai demandé la suite. Julien a poussé un long soupir. La maison est un champ de bataille. Maman ne s'arrête plus de pleurer. Théo a publié ce message sur Facebook. Je ne sais plus quoi faire. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Tu n'as rien à faire, ai-je dit doucement. Simplement, la prochaine fois qu'une chose pareille arrive, sache de quel côté tu te trouves. Un silence s'est installé. Après un moment, il a demandé, la voix brisée, Manon. Est-ce que tu vas revenir? Cette question m'a fait fermer les yeux 1 seconde, puis 2. Ensuite, je les ai ouverts et j'ai regardé autour de moi, mon petit appartement silencieux. Non, ai-je répondu. Calmement, mais fermement. Et cette fois, je savais que je le disais autant pour moi que pour lui. Après cet appel, je pensais que je me sentirais mieux. Mais le sentiment qui suit une décision finale qui change une vie ressemble rarement à un défilé de victoires. C'est plutôt comme sortir d'une pièce remplie de fumée. On respire de l'air frais, mais les poumons brûlent encore d'avoir été privés d'oxygène pendant si longtemps. Je suis restée assise près de la fenêtre pendant un long moment, regardant les phares des voitures dans la rue en contrebas, en pensant « Combien de femmes dans ces maisons là-bas sont exactement comme moi ?» contractant la mâchoire, se disant « Tiens bon encore un peu et ça ira mieux ». Et puis on réalise que ce « encore un peu » finit par dévorer toute votre jeunesse, votre respect de soi et tous les petits rêves que l'on voulait garder pour soi. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tard que d'habitude. La lumière du soleil passait à travers les stores en papier bon marché que j'avais installés, projetant des rayures jaunes sur le sol en vinyle nu. Je suis restée allongée quelques minutes, sans sauter du lit en panique. Personne ne réclamait de petit déjeuner. Personne ne demandait l'argent de la facture d'électricité. Personne ne faisait d'allusion sur la façon dont une épouse devrait se comporter. C'était étrange et un peu triste, mais enfoui dans cette tristesse se trouvait une paix profonde que je n'avais pas connue depuis 3 ans. J'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur pour travailler de la maison. Les postes de cadre ont une façon bizarre de vous extraire du chaos personnel. Les tableurs et les emails ont forcé mon cerveau à changer de rythme. Mais vers midi, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai hésité avant de répondre. Salut papa. Mon père est resté silencieux un instant, puis a demandé d'une voix lourde et lente. Où est-ce que tu es, ma grande? Juste quelques mots, et mes yeux se sont remplis de larmes. Je suis partie, papa, j'ai chuchoté. Silence à l'autre bout du fil. Je connaissais ce silence. Mon père était un homme stoïque. Il n'était pas porté sur les grands discours émotionnels. Quand il se taisait ainsi,
Cela signifiait qu'il avait le cœur brisé. Après une minute, il a demandé « C'est à ce point-là ?» Je ne lui ai rien caché, je lui ai raconté toute l'histoire. L'exigence des 40 000 €, la pression psychologique, le silence total de Julien, le virement à l'office notarial et mon départ avec une simple valise. J'ai parlé calmement, mais quand j'ai répété la phrase « Je ne dois 40 000 € à personne », ma voix m'a trahi et s'est brisée. Mon père a écouté. Il ne m'a pas réprimandé. Il ne m'a pas dit de retourner travailler sur mon mariage. Il ne m'a pas demandé pourquoi je ne l'avais pas appelé plus tôt. Il a simplement pris une grande inspiration et a dit « Tu as fait ce qu'il fallait ». J'ai fermé les yeux. La boule dans ma gorge était insupportable. Une seule phrase, et c'était comme si un rocher venait d'être soulevé de ma poitrine. « Ta mère et moi ne t'avons pas élevé pour que tu sois un paillasson dans la maison de quelqu'un d'autre », a-t-il continué, d'une voix lente mais ferme. « Quand tu t'es mariée, je t'ai dit que si tu étais heureuse, il fallait te battre. Mais s'il te pousse contre le mur, tu rends les coups. Endurer une ou deux fois, c'est de la sagesse. Endurer toute sa vie, c'est de la folie. » Les larmes ont fini par couler, pas par faiblesse, mais parce que pour la première fois depuis des jours, quelqu'un confirmait que je n'étais pas folle. Ma mère a pris le téléphone ensuite, elle pleurait déjà. Elle s'inquiétait pour moi, mais contrairement à mes craintes, elle ne m'a pas supplié de retourner auprès de mon mari. Elle a simplement demandé si j'avais de quoi manger, si je me sentais en sécurité seule dans l'appartement, et elle n'arrêtait pas de répéter « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu rentres à la maison. Ne reste pas seule là-bas. » Après avoir raccroché, je suis restée longtemps dans le silence de l'appartement. Parfois, une femme n'a pas besoin de conseils. Elle a juste besoin de savoir qu'elle a un endroit où se replier. Une famille qui accorde plus de valeur à sa dignité qu'à une fausse paix de banlieue résidentielle. Je suis allée au bureau plus tard dans l'après-midi. Lorraine m'a immédiatement entraînée dans la salle de pause et m'a mis un Tupperware dans les mains. « Je sais pertinemment que tu ne manges pas correctement. » J'ai souri, j'ai ouvert le couvercle et j'ai ressenti une vague de chaleur. Parfois, nous ne sommes pas sauvés par de grands gestes, mais par un repas chaud au moment où nous en avons besoin. Pendant que je mangeais, un SMS de Julien est arrivé, direct et concis. J'ai quitté la maison de mes parents pour quelques jours, le temps que les choses se calment. J'ai fixé les mots, ma fourchette suspendue en l'air. Le message suivant est arrivé immédiatement. Je ne dis pas ça pour te faire revenir. Je veux juste que tu saches que cette fois, je ne reste plus entre deux chaises. J'ai relu les deux messages. Quelque chose a vacillé dans ma poitrine, mais ce n'était plus le même espoir désespéré qu'avant. J'avais entendu des promesses de changement trop souvent. Je savais, maintenant, que les mots n'ont de valeur que s'ils sont soutenus par le temps et les actes. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. La cousine de Julien, une femme qui avait toujours été plutôt distante avec moi lors des barbecues familiaux, m'a appelée. J'ai répondu avec prudence, mais sa voix était calme et totalement sincère. « Manon, je n'appelle pas pour défendre qui que ce soit. Je veux juste te dire que je comprends. » J'ai écouté en silence. Elle m'a raconté qu'elle était passée chez ses parents le matin même après avoir entendu qu'il y avait un drame familial. Elle est tombée sur Béatrice qui hurlait et pleurait. Théo piquait une crise parce que les parents de Chloé réclamaient des justificatifs financiers et Gérard restait assis dans un silence sinistre. Apparemment, Julien s'était tenu au milieu du salon et leur avait dit explicitement qu'il refusait catégoriquement d'utiliser l'argent de sa femme pour le mariage de son frère. Ils ont eu une dispute monumentale. La cousine a soupiré au téléphone. C'est la première fois que je vois Julien partir réellement en guerre contre ses parents. Je n'ai rien dit, mais j'ai ressenti un pincement au cœur. Pas par admiration, mais par un constat amer. Il faisait enfin ce qu'il aurait dû faire il y a 3 ans. Seulement, le prix de son intégrité, c'était mon départ. « Je vais être honnête avec toi », a-t-elle poursuivi. Théo est gâté pourri. Il a promis la lune à la famille de Chloé. Maintenant que l'argent n'est plus là, pas étonnant qu'il soit furieux. Mais c'est son problème, pas le tien. En l'écoutant, je me suis sentie plus légère. Pas parce que quelqu'un n'avait pris mon parti, mais parce que la vérité était enfin nommée pour ce qu'elle était. Après le travail, je suis allée faire des courses. J'ai acheté quelques articles pour l'appartement. Un service d'assiette, une cafetière, des serviettes, quelques petites plantes en pot, des choses basiques, ordinaires. Mais en les chargeant dans le coffre du SUV, j'ai eu l'impression de reconstruire ma vie, tranquillement, sans fanfare, mais de manière authentique. Une fois chez moi, j'ai passé 1 heure à tout ranger. Quand j'ai pris du recul pour regarder la vaisselle dans le placard de la petite cuisine, le chemin de table sur l'îlot, les plantes sur le rebord de la fenêtre, je me suis surprise à sourire. Pour la première fois depuis des jours, c'était un vrai sourire. Alors que je rangeais, l'interphone a retenti. J'ai sursauté, puis je me suis approchée de l'écran. Julien. Il se tenait devant l'entrée, avec un grand sac de voyage et une pochette cartonnée. J'ai hésité, puis je lui ai ouvert. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, il n'est pas entré immédiatement. Il est resté sur le seuil, l'air épuisé, mais beaucoup plus calme qu'auparavant. « J'ai apporté tes affaires », a-t-il dit. « Le reste de tes vêtements, ton vieux MacBook, tes documents fiscaux. » Je me suis écartée pour qu'il puisse poser le sac. L'énergie entre nous était si étrange que je la reconnaissais à peine. Nous avions été mari et femme, partageant un lit, un compte bancaire, un avenir. À présent,
Nous étions deux personnes réapprenant à se parler. Julien a posé le sac et m'a tendu le dossier. Voici le détail complet de nos économies communes. J'ai déjà séparé ta part. J'ai demandé à la banque d'établir un chèque de banque. Je me suis figée. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit lentement. Je ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté entre nous concernant l'argent. J'ai pris le dossier et je l'ai feuilleté. Il avait méticuleusement noté mes dépôts par rapport aux siens, ainsi que les montants qui avaient été retirés pour financer les urgences de sa famille au fil des ans. J'ai serré le bord du papier. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cela de manière aussi approfondie ou aussi rapide. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. « Je te rends ce qui t'appartient » a-t-il répondu sans ciller. « L'argent que tu as donné pour le toit et le SUV, je ne peux pas te rembourser cela en une seule fois pour le moment, mais je te rendrai l'intégralité avec le temps. Et pour le mariage de Théo, je lui ai dit que c'était son problème. S'il est à court d'argent, il n'a qu'à réduire la taille du mariage ou le reporter. Personne ne touchera plus à ton argent. » Je suis restée là, en silence. Je ne savais pas quoi ressentir. C'était exactement ce que je réclamais depuis 3 ans. De la clarté, de la responsabilité, la capacité de regarder sa famille dans les yeux et de dire non quand ils avaient tort. Mais c'était précisément parce que j'avais attendu si longtemps que cela ne m'apportait aucune joie aujourd'hui. Juste le constat amer de voir à quel point c'était tard. Julien a regardé autour de l'appartement. Ses yeux se sont attardés sur le nouveau chemin de table, les plantes, puis sont revenus vers moi. « Tu as meilleure mine que ce que je pensais. » J'ai esquissé un léger sourire. Je ne pensais pas rebondir aussi vite non plus. Il a hoché la tête en serrant les lèvres. « Hier, ma mère t'insultait encore de tous les noms, mais mon père est resté silencieux toute la nuit. Ce matin, il m'a posé une seule question. Est-ce que ces 40 000 € appartenaient vraiment tous à Manon ? Je lui ai dit que oui. Il n'a pas dit un mot depuis. J'ai écouté et j'ai senti ma poitrine s'alourdir. Il leur a probablement fallu attendre ce moment précis pour réaliser que 40 000 € n'étaient pas juste des chiffres sur un écran. C'était des années de mon travail, de mes sacrifices, de mes projets silencieux pour l'avenir. Julien est resté là encore 1 minute avant de dire doucement « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Je veux juste que tu saches que j'essaie de réparer les choses. » Je l'ai regardé pour la première fois de toute cette épreuve. Je n'ai pas ressenti de colère en plongeant mon regard dans le sien, mais ce vieux sentiment de sécurité n'était plus là non plus. Quelque chose de fondamental s'était brisé. Et même si on recolle les morceaux, les fissures restent toujours là. Je sais, ai-je répondu, mais nous verrons si cela dure. Julien a hoché la tête. Il semblait préparé à cette réponse. Avant de partir, il s'est attardé sur le pas de la porte et a dit « Quoi qu'il arrive entre nous, je dois te remercier. Si tu n'avais pas tout fait exploser, j'aurais probablement passé ma vie entière sans jamais avoir de colonne vertébrale. » Je n'ai pas répondu. Il a fermé la porte très doucement. Je me tenais au milieu de mon petit salon, le dossier à la main. Dehors, le ciel était devenu complètement noir. La ville resplendissait de vie, bruyante, pleine de millions d'histoires, totalement indifférente à mon drame de banlieue résidentielle. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas piégée. Je ne savais pas ce qu'il adviendrait de mon mariage. Je ne savais pas si Julien avait véritablement changé. Mais je savais une chose avec certitude, j'avais survécu à la partie la plus difficile. Le moment où l'on doit choisir entre endurer la douleur ou se défendre, et quand une femme traverse ce feu, elle n'en ressort jamais la même. Les jours qui ont suivi ont passé plus lentement que ce que j'imaginais, mais ils n'étaient pas pesants. Le petit appartement s'est progressivement rempli de choses, de chaleur, et surtout, d'un sentiment de chez soi. Je me suis habituée à me réveiller seule, à préparer mon propre petit déjeuner, à décider de ce que j'allais manger, de ce que j'allais porter et de ce que j'allais faire, sans avoir à vérifier constamment le baromètre émotionnel de quelqu'un d'autre. Parfois, le soir, je m'asseyais sur mon minuscule balcon, en écoutant la circulation, en regardant les gens promener leurs chiens, et mon cœur était si apaisé que cela me surprenait. Il y a 3 ans, si quelqu'un m'avait dit que je quitterais la maison de mes beaux-parents comme ça, je l'aurais traité de fou. Mais la vie finit par vous pousser à bout et vous force à choisir, se soumettre ou évoluer. J'ai choisi d'évoluer. 1 semaine après mon emménagement, Julien est repassé. Cette fois, il n'a pas appelé. Il a juste envoyé un SMS depuis le hall. « Est-ce que je peux monter ?» J'ai fixé le message quelques secondes avant de répondre « oui ». Quand j'ai ouvert la porte, il avait l'air différent. Il n'y avait plus de panique, plus de désespoir frénétique. Il était plus calme, mais il portait une profonde fatigue. « Je peux entrer ?» J'ai hoché la tête. Il est entré, observant l'appartement désormais plus habité. J'avais installé une petite table à manger, ajouté quelques plantes et monté une étagère contre le mur. Il a parlé doucement. On dirait un vrai foyer maintenant. J'ai souri. Parce que c'est mon foyer. Il a hoché la tête, sans discuter. Il comprenait probablement que je ne parlais pas seulement d'immobilier. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la petite table. La tension crépitante des visites précédentes avait disparu, mais il n'y avait pas d'intimité pour autant. Juste une distance de sécurité, suffisante pour une conversation claire sans le bagage émotionnel. Julien a parlé le premier. Le mariage de Théo est annulé. Je n'ai pas été surprise. À cause de l'argent ? Il a secoué la tête. Pas entièrement. La famille de Chloé a dit qu'ils avaient été malhonnêtes depuis le début. Ils ne pensent pas que Théo soit assez mûr pour construire un avenir.
Je suis restée silencieuse. C'était la conséquence naturelle de l'arrogance et des fausses promesses. Théo est anéanti, a poursuivi Julien. Maman te rejette toujours la faute, mais je pense que la réalité commence à se faire sentir. Quelle réalité? Celle qu'ils ne peuvent pas simplement te prendre tout ce qu'ils veulent. J'ai soupiré. Il faut généralement perdre quelque chose que l'on tenait pour acquis pour enfin réaliser sa valeur. Mais cette prise de conscience arrivait trop tard. Julien a sorti une pile de papiers de son sac et les a posés sur la table. C'est mon contrat de prêt. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi as-tu contracté un prêt personnel? Il m'a regardé droit dans les yeux. Pour te rembourser tout ce que je te dois. Je me suis figée. Julien, tu n'es pas obligé. Il a secoué la tête en me coupant. Si, je le suis. Pas comme un pot de vin pour que tu reviennes, mais pour que je puisse enfin sentir que je ne te dois pas une dette que je ne peux pas rembourser. J'ai regardé les documents sur la table, et un sentiment étrange a envahi ma poitrine. Ce n'était pas le frisson romantique que je ressentais autrefois, mais du respect. Pour la première fois, Julien ne faisait pas de promesses en l'air. Il agissait. Et ses actions n'étaient pas conçues pour me manipuler, mais pour assumer ses responsabilités. J'ai hoché la tête. Je comprends. Le silence a plané dans la pièce pendant quelques instants. Puis Julien a posé la question que j'attendais. Est-ce que tu as pensé au divorce? Je l'ai regardé pendant un long moment. Un mois auparavant, ce mot m'aurait plongé dans une crise de panique. À présent, j'étais incroyablement calme. Oui, ai-je répondu. Il n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête, comme s'il s'y était déjà préparé. C'est ce que tu veux? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre, là où le soleil de fin d'après-midi frappait les briques de l'immeuble d'en face. Je veux vivre une vie où je n'ai pas à me battre pour un respect élémentaire, ai-je dit lentement. Si revenir signifie que je dois me justifier, me taire et me sentir à nouveau comme une étrangère dans ma propre vie, alors oui, c'est ce que je veux. Julien a baissé les yeux vers la table. Je savais que c'était brutal à entendre, mais c'était la vérité. Et après tout ce qui s'était passé, la vérité absolue était la seule chose qu'il nous restait. Après une minute, il a relevé la tête. Son regard était assuré. Je ne vais pas t'insulter en te promettant que si tu reviens, tout sera parfait. Mais je sais que si tu ne reviens pas, ce sera entièrement de ma faute. Je l'ai regardé. Il n'y avait plus d'excuses dans ses yeux, seulement de l'acceptation. Et c'était peut-être la seule chose que je voulais vraiment entendre de sa part depuis 3 ans. Mais je n'étais plus la fille d'il y a 3 ans. Je me suis levée, j'ai versé 2 verres d'eau, et j'en ai fait glisser un vers lui de l'autre côté de la table. Tu sais, ai-je dit, d'une voix plus douce maintenant, je ne suis pas partie pour 40 000 euros. Je suis partie parce que je ne me sentais plus protégée dans mon propre mariage. Quant à ce qui se passera ensuite, je n'ai pas besoin de prendre cette décision aujourd'hui. Julien a hoché la tête. Il comprenait que ce n'était pas une dérobade, mais la réponse la plus honnête que je pouvais lui donner. J'attendrai, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais qu'il attende, mais parce que je n'allais faire aucune promesse tant que je n'en serais pas moi-même totalement certaine. La conversation s'est terminée plus calmement que toutes les autres. Pas de cris, pas de larmes, pas de supplications désespérées, juste 2 adultes se parlant pour la première fois sans se cacher derrière de la rancœur. Quand Julien est parti, je ne suis pas restée à la porte pour le regarder s'éloigner. J'ai repris ma routine, j'ai rangé ma maison. La vie ne s'était pas arrêtée, et moi non plus. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai tout écrit dans un petit journal. Depuis ce désastreux dîner de famille jusqu'au moment où j'ai traîné ma valise sur le pas de la porte, en passant par les jours où j'ai réappris à respirer par moi-même. En relisant ces mots, j'ai revécu chaque seconde. C'était douloureux, mais ce n'était plus un supplice, car je savais que je n'avais pas fait d'erreur en choisissant de me privilégier. J'ai refermé le journal, j'ai parcouru mon salon du regard, et j'ai souri. Peu importe ce que l'avenir me réserve, que je revienne en arrière, que je finalise le divorce, ou que j'emprunte un tout nouveau chemin, une chose ne changera jamais. Je ne serai plus jamais cette femme prête à sacrifier son âme tout entière pour le simple mot famille, car une véritable famille ne se construit jamais sur le silence et la souffrance d'une seule personne. Et si vous lisez ceci, et que vous vous êtes déjà retrouvé dans un cauchemar similaire, souvenez-vous que vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'exiger une vie où vous êtes respecté. N'attendez pas d'être totalement brisé pour réaliser votre propre valeur. Parfois, les histoires les plus importantes sont celles qui donnent à quelqu'un d'autre le courage de changer enfin la sienne.